On reprend la capsule. Donc, on en est là. Et je te reçois, Stéphane, pour parler du coup du cas Pierre Orca. Tu l'as signalé Pharos. Je pense que c'est une bonne chose, semblerait-il. Le lien est saturé. On peut plus le signaler. Du coup, ce qui est une bonne chose, me semble-t-il. À l'époque, Maxella avait déjà travaillé sur son cas. Il y avait l'histoire du dossier gamine. Il y a des soupçons, on va dire, de présumés de consommation de pédopornographie. Et du coup, peut-être d'autres choses. Mais on ne sait pas trop. Beaucoup d'inquiétudes au niveau de ses enfants à l'époque par rapport à Maxella. Parce que, dans son jeu de rôle, etc., des personnages portent le même prénom que sa fille, avec des âges relativement douteux, parce que lui, on va dire qu'il est age fluid, voilà, c'est age fluid, je ne sais plus comment on dit. Bref, on est sur un cas assez particulier, et là on est sur une vidéo finalement de justification du viol, ou sinon de manipulation et d'emprise mentale pour des personnes qui devraient se sentir du coup victimes de viol pour leur première fois. Tout dépend du contexte que l'on comprend par rapport à sa vidéo, parce que c'est assez flou, et supposer que le problème vient plutôt des copines incitant à une sexualité plus que soit l'homme, soit même un contexte social, etc. Ou psychologique, qu'importe. Il peut y avoir plein de choses qui vont accompagner normalement des problématiques. Je veux dire, quelqu'un qui a été violé dans son enfance, par exemple, peut avoir une sexualité plutôt débridée, un peu différente que d'autres gens. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Et donc, tu as découvert Pierre Orca, ou peut-être tu le connaissais avant. Dis-nous tout. Non, moi je connaissais effectivement Pierre Orca, j'avais découvert par le travail de Maxella comme beaucoup de personnes. Donc je ne sais pas très bien ce qu'il fait, je ne sais pas très bien de quoi il parle, je connais juste les frasques autour de lui, les suspicions de dérive sectaire par rapport à l'univers qu'il crée, d'emprise sur certaines personnes. Et puis du coup j'ai découvert malheureusement la face cachée très, très dangereuse de Pierre Orca. Et du coup, est-ce que du coup j'ai juste 5 minutes pour rappeler 2-3 trucs. Vas-y. Pas de problème. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Pierre Orca, il est suspecté de 2 choses actuellement. Il y a toujours une enquête à son encontre qui pourrait aller vite. La première chose, c'est qu'il est suspecté de possession d'images pédopornographiques. Et un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi, donc je l'ai sous les yeux, c'est l'article 227-23, précise qu'il est interdit en fait de posséder des enregistrements d'images pédopornographiques de mineurs qui sont dans des positions pornographiques, comme il le dit. C'est quand même 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Et ça, il y a peu de chances qu'il soit pas du tout condamné pour ça. Très peu de chances. Le matériel est saisi, et puis le matériel est saisi, pour préciser, il s'est racheté du matériel par rapport à des dons qu'il a demandé. Donc il y a une sorte de confirmation implicite, on va dire, pour l'instant, en tous les cas, qui a l'air de confirmer en ce sens, qui a l'air d'avoir du contenu quand même problématique parce qu'il n'a pas récupéré son matos, quoi. On l'a vu, on a vu le dossier s'ouvrir, on a vu les photos effectivement de mineurs, donc là-dessus il y aura condamnation qui sera sévère, pas sévère, on verra. Et en fait, l'autre fait qui lui est reproché, et là c'est plus complexe, c'est d'avoir regardé un jeune homme de 14 ans se masturber. Effectivement. Il admet. La blague du Et troisième là, en fait, écran. la loi française, elle est floue là-dessus. Ça peut être considéré de 2 façons différentes. Soit c'est considéré comme de la pédocriminalité, et dans ce cas-là, il sera jugé comme pédocriminel. Alors là, les peines peuvent aller très très loin. Soit ce sera considéré comme ce qu'on appelle, je l'ai sous les yeux, détournement de mineurs, non ? De la corruption de mineurs. Corruption, ouais. Et donc, ça va être au juge ou à la juge de caractériser du coup les faits. Donc là-dessus, on n'a aucune idée de ce qui va se passer potentiellement. Il y a quand même une jurisprudence en Belgique, j'ai retrouvé ça en 2018, où un homme a été condamné viol sur internet pour ces faits-là. C'est-à-dire qu'en fait, il avait incité un mineur à se masturber et il a été reconnu coupable de viol, alors que ça se fasse par webcam. Donc voilà, tout va être la question en fait de la jurisprudence en France, parce que c'est des cas qui sont rares. Mais bon voilà, ça c'est plutôt inquiétant. L'autre chose que je voulais rappeler, c'est que du coup, ce qu'on lui reproche, et là j'en ai juste pour 3 minutes seulement, elle est assez vite, c'est des faits du coup qui sont caractéristiques de la pédocriminalité, que la pédocriminalité c'est l'affaire de tous, déjà d'éviter d'user et d'abuser du mot pour pas grand chose, c'est ça. Faire de l'éducation sexuelle à des enfants, même quand c'est mal fait par Fantine Hippocrate, c'est pas la pédocriminalité, c'est pas la même chose. Et du coup je recommande vraiment aux gens de s'intéresser au rapport de la Ciivise. La Ciivise, c'est les spécialistes en France qui travaillent sur cette question-là. C'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, présidée par Édouard Durand, dont j'ai un bouquin ici, qui rappelle en fait des principes pour lutter justement contre la pédocriminalité et ces trucs-là. Et j'aurais juste en rappelé 2. Apprendre déjà à repérer ces faits-là, ces faits de violence sexuelle ou d'emprise sur les enfants. Donc ça, c'est l'affaire de tous et de toutes. Et l'autre chose que je voulais rappeler aussi, c'est qu'il existe des formations par rapport à ça, la Ciivise en parle, pour les gens du public, comme toi qui est streamer, ou une personne qui serait dans le milieu paramédical. Et donc on peut être formé à aller détecter justement ces violences-là. Et en 1 minute seulement, juste présenter 3 ouvrages importants. Le premier c'est ça,
Psychotraumatologie, il y a un chapitre entier justement sur les conséquences des violences sexuelles sur C'est les quoi la enfants. psychotraumatologie en 2 mots? Ça, c'est simple normalement. C'est l'étude en fait Des traumas. des dégâts psychologiques qui peuvent provoquer une agression, un viol, ce genre de choses. On étudie concrètement ce que ça produit chez les individus. Et voilà, juste rappeler quand même que, y compris ce qui s'est produit, c'est-à-dire regarder un mineur se masturber sur webcam, ça peut avoir comme conséquence des conséquences émotionnelles, comportementales, des troubles dépressifs, anxieux, de stress post-traumatique, des risques suicidaires, des troubles affectifs, des troubles de l'attachement, des conduites régressives, des troubles du comportement, des somatisations, des troubles cognitifs, un échec scolaire, des troubles de la concentration, de l'apprentissage, des troubles en lien avec la sexualité, des troubles du comportement alimentaire, usage de substances illicites, mise en danger sexuel, passage à l'acte auto-agressif, c'est-à-dire tentative de suicide. Donc on parle pas de quelque chose d'anodin là, avec Pierre Orca, on parle de quelque chose d'assez grave, et c'est pour ça que, comme j'expliquais dans ma vidéo, c'est que la deuxième fois, je suis le premier, tu sais, à crier au loup, à dire j'ai trouvé un mascu incel extrêmement dangereux. Je fais jamais de signalement à Faro, c'est que la deuxième fois je le fais, pour ces raisons-là. Je recommande vraiment aux gens, si ça les intéresse, j'en ai juste encore 2 à présenter, le livre noir des violences sexuelles de Muriel Salmona, qui parle énormément de la pédocriminalité. J'ai juste un tout petit paragraphe de 5 lignes à vous lire pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Mais selon l'enquête Virage de 2015-2016 en France, les chiffres des violences intrafamiliales déclarées sont les suivants. Ils donnent toute une série de chiffres. 6% de violences sexuelles chez les enfants. 5% chez les filles, 1% chez les garçons. Alors intrafamilial, c'est dans la cellule familiale, hein, pour être très précis. C'est 6 gamins sur 100 en France subissent de l'inceste. Donc on parle de quelque chose de sérieux qu'il faut traiter du coup avec sérieux. Et enfin, je recommande vraiment, évidemment, Edouard Durand et Ernestine Renet sur les violences sexuelles, qui sont les grands spécialistes. Ils travaillent à la Civis, tous les deux, justement. Edouard Durand est coprésident. Et là, il y a des trucs qui sont assez importants en disant qu'en fait, un viol ou une agression sexuelle ou une corruption de mineur, il faut toujours prendre en compte la violence. C'est toujours considéré comme une violence. D'accord, il n'y a rien d'amour, il n'y a rien de quoi que ce soit. Rappeler l'interdit de la loi en permanence, il le précise, même quand on est citoyen. Tu vois, c'est à notre rôle, à nous, qui prenons la parole sur Internet, de rappeler la loi. C'est illégal, c'est décrit dans la loi, on ne peut pas atteindre à l'intimité d'un enfant, d'un mineur. Et il rappelle aussi quelque chose dont je voulais parler, voilà, j'ai fini. Les gens, souvent, tu sais, yeux clos, se posent la question, se disent, mais si je suis témoin de ça, et que je dénonce et que je me trompe, la moelle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la cellule familiale ne va pas imploser? Ce que rappelle Edouard Durand, c'est que la destitution... Je peux être méchant. Ce qui rappelle, c'est que la destitution de la paternité ou de la maternité est rarissime, et qu'il faut vraiment des preuves. Et qu'en réalité, quand on se pose la question de savoir s'il faut dénoncer, la seule chose qu'il faut se demander, c'est qui je veux protéger. Si je pense qu'il puisse y avoir des violences, est-ce que je choisis de protéger l'enfant à tout prix et je dénonce, et ensuite il y aura une enquête, et puis s'il y a rien, il y a rien. Ou est-ce que je choisis de protéger potentiellement un agresseur en ne disant rien? Tu vois, c'est des trucs qui rappellent aux gens. C'est pas une question d'avoir raison, d'avoir tort, nous on n'est pas juge. Nous, si on constate des comportements qui nous font penser que l'enfant subit des violences, sexuelles, physiques, etc., on est obligé de les dénoncer. Surtout qu'en vrai, il faut penser aux victimes. Et même si, enfin, moi je vais vous dire clairement, moi j'ai vécu dans une famille un peu toxique au niveau de ma mère et tout. Alors j'ai pas eu d'agression de ce type, hein, bien heureusement pour moi. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il vaut mieux être dans un environnement éloigné d'un environnement toxique. En tout cas pour un enfant comme moi, je préfère largement. Et j'ai demandé moi à partir du foyer familial de ma mère parce que c'était hors de question que je sois avec quelqu'un d'aussi particulière. Bah, je pense qu'il y a des enfants, même si c'est très dur au début de se dire bah ouais, je vais peut-être partir de chez moi et tout, mais en vrai de vrai, c'est une protection réelle, quoi. Même si ça peut paraître ah oui, on sépare pas les enfants de leurs parents, mais niquez-vous. Enfin, je vais dire niquez-vous maman. Non, ne faites pas ça. Mais en gros, effectivement, la protection d'un enfant, ça va passer par là, et il en remerciera plus tard, je pense, plutôt que de, à mon avis, en vouloir. Et s'il en veut, c'est pas grave. Tant pis. Vaut mieux quand même ça que de perpétrer des événements qui soient très traumatisants, voire plus que ça. Donc bon. Donc, alors, est-ce que tu as fini sur le point de présentation? Voilà, c'est vraiment ça que je voulais dire, c'est important pour moi. D'accord. Alors, les gens ne disent pas après, tu sais qu'on rend spectaculaire des faits de pédocriminalité, parce que c'est pas le cas. J'en ai parlé avec toi tout à l'heure, tu l'as pris autant au sérieux que moi, et je veux que les gens le sachent, quoi. On a pris ça au sérieux. Ça fait très longtemps que j'en parle. Alors vous avez plusieurs capsules par rapport à Pierre Orca, même un fan de Pierre Orca qui le défend, c'est assez lunaire et c'est assez incroyable. Je vous invite à regarder tout ça, et puis aussi sur la dérive sectaire de Pierre Orca, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Et on va accueillir du coup le fameux Zizi Top. Et certains me disaient oui, il faut pas vulgariser, c'est bizarre de vulgariser sur la période de la pédo. Bah en fait ça dépend. Si tu fais le chasseur de pédo, là ça devient chelou, parce que souvent il y a des dérives un peu genre les mamans leur demandent de l'argent pour partir à l'étranger avec la petite, pour les éloigner justement des familles. Donc là on est quand même sur des démarches qui sont très très éloignées de la justice et qui ne sont pas justifiées. Par contre vulgariser un minimum, même si c'est des fois un petit peu maladroit, tant que c'est pas dans du complotisme absurde, et si c'est pour rappeler quand même des faits qui sont quand même plutôt factuels, ça c'est quand même nécessaire les gars, et il faut en parler. Il y a peu de gens qui osent en parler.
Il y a peu de gens qui vont dans le fond, donc autant aller dans le sujet quand même sans forcément dire tout et n'importe quoi. Bonsoir Satsujin, meurtre au Japon. Bonsoir les jeunes, comment allez-vous? Bonsoir Stéphane. Bonsoir Satsujin, parce qu'on s'était écrit sur Twitter il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, on s'est échangé, quelques mots aimables. Voilà, enchanté de te rencontrer. Alors du coup, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport au sujet Pierre Orca, histoire qu'on commence à introduire un peu tout ça. Qu'est-ce que tu voulais nous dire voilà. Qu'est-ce que je suis pas très en forme ce soir, mais je vais essayer de faire de mon mieux, je resterai certainement pas très longtemps. Je viens de sortir un petit vlog là, justement où je parle de la vidéo de Stéphane, la vidéo réaction, et entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets à réaction, parce que je le trouve assez stoïque là dans cette vidéo. Je pense que j'aurais eu du mal à tenir mes chevaux en regardant la vidéo et en la commentant. Voilà, pour dire que j'ai signalé moi aussi la vidéo comme de bien entendu, et j'appelle une fois de plus ma commu avec qui on avait fait quelque chose de plutôt pas mal il y a 1 an et 2 ans, à signaler la vidéo et la chaîne en masse. C'est peut-être pas grand chose, alors j'explique pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est interdit normalement de faire un appel au signalement. Voilà, parce que c'est interdit en principe, sauf si c'est dans un cadre légal, et encore je suis même pas sûr que ce soit nécessaire. Enfin, faut pas faire supprimer forcément la chaîne tout de suite, parce qu'il y a la loi aussi, la justice, enfin surtout la justice qui va peut-être se saisir aussi de pas mal de données. Mais enfin, je considère que ce type de contenu, moi on avait fait fermer une vidéo pédocriminelle, là j'utilise le mot à bon escient, l'an dernier, qui vendait des sex dolls à l'effigie d'enfants entre 3 et 11 ans. Je pense que la faire fermer immédiatement, c'était un acte de salubrité publique pour qu'elle évite de rester en ligne et que d'autres gens la voient, voire des malades. C'était quoi ta démarche? Comment tu t'y es pris pour supprimer ça? Bravo, hein. Alors, écoute, j'ai contacté, j'ai demandé à ma communauté de se focaliser sur une chaîne en particulier qui m'avait été signalée par des amis au Japon, me disant tu devrais regarder ça, je pense qu'il y a un problème. C'était au moment du changement de législation sur la pédocriminalité et la pédopornographie dans les mangas et dans les animés. Et il y avait un vide juridique dans lequel se sont introduits tous ces gens-là pour vendre des produits dérivés. Donc au début c'était ce qu'on appelle des vaginettes, des trucs comme ça qui étaient assez typés, on va dire. Et puis c'est venu sur des sex dolls, donc en silicone, très chers, mais où d'ordinaire sont à l'effigie d'adultes, hein, mâles ou femelles. Mais là en l'occurrence c'était vraiment spécifié sur les emballages, 2 ans, 4 ans, 6 ans, etc. Et un garçon les essayait en vidéo, et c'était sur YouTube. Est-ce que c'est pas le site qu'a trouvé d'ailleurs Kentras qui dit la même chose? C'est genre il y a des modèles de 68 cm, 1 mètre, et qui... Enfin genre il y a un mec qui l'essaye aussi sur le site, enfin c'est assez chelou, et Kentras Show a fait une vidéo là-dessus. Donc je me demande si le site internet de vente par contre n'existe pas encore, il est encore accessible. Alors là les sites ont été désactivés pour l'étranger. Alors on a réussi à faire supprimer une chaîne parce que c'est un groupe, en fait j'ai réussi à remonter un peu dans cette nébuleuse. Je suis allé sur place à Yokohama et à Saitama, j'ai vu les locaux, j'ai vu que c'était une espèce de maxi compagnie qui englobait des sites de vente, des chaînes YouTube, des chaînes Twitch aussi. Alors je sais qu'ils sont quand même très très pointus là-dessus. On a réussi à faire fermer une chaîne par un signalement vraiment en masse, et ensuite à faire interdire. Malheureusement les autres n'ont pas pu fermer, elles ont juste été inaccessibles depuis l'étranger, mais par contre elles sont toujours en activité au Japon, sachant qu'ils ne peuvent plus mettre de liens marchands sous leurs vidéos, mais bon il suffit de mettre un panneau derrière eux et tout de suite enfin voilà. En tout cas je considérais que c'était quelque chose à faire d'urgence. Tu dis qu'il faut pas forcément faire supprimer la vidéo de Pierre Orca. Moi alors je sais pas, je dis pour la justice, je sais pas si c'est, enfin je sais pas si après la justice peut avoir les vidéos facilement au niveau de YouTube. Enfin, j'imagine qu'ils les ont, tu vois, YouTube, mais est-ce que la justice les donne facilement, c'est une autre question. Oui. Ça reste dans les disques, hein, même si elle est supprimée, ils les ont quand même. Mais moi je pars du principe que moins un contenu de ce type-là sera visible et accessible par des gens, mieux ce sera. Seuls les gens qui peuvent être touchés par ça, des gens qui peuvent être choqués par ça, des gens qui peuvent être séduits par ça, et ça c'est encore pire, parce qu'il faut pas oublier que c'est dans des filets comme ça qu'on pêche aussi des nouveaux adeptes, et il a l'air d'être parti dans un délire un peu sectaire et un peu clairement, un peu professoral du chaos là, avec ses formations à 200 balles, et je trouve ça effrayant qu'il y ait déjà une trentaine de personnes qui soient rentrées. Je pense qu'il va falloir beaucoup de travail pour les en faire sortir, comme dans tous les mouvements de ce type là. Et puis j'ai regardé ce qu'il propose, et c'est absolument
ignoble. Enfin, j'ai pas d'autre mot que ignoble. Il y a tout ce qui va pas dans cette vidéo, l'apologie du viol, la pédocriminalité, de la manipulation, l'emprise mentale, etc. Il y a tout. Oui, mais voilà, et le but c'est de faire de l'emprise surtout. Là c'est pas. Oui, mais on a bien compris qu'il était dans un délire sectaire. Il avait besoin d'argent et puis. Et déjà, une chose que je ne savais pas, c'est qu'il était toujours en activité, alors que je le pensais hors d'état de nuire après la descente de gendarmerie et les plaintes. Et innocemment, parce que maintenant c'est le cas. C'est le cas au Japon. Je pensais qu'il y avait une prise en charge automatique des présumés pédocriminels par une structure, une obligation de soins immédiats sans avoir besoin de passer par la case condamnation qui peut être très longue, on le sait en France. Et je pensais qu'il avait peut-être pris conscience de son état parce que je pense qu'il est malade et un malade ça se soigne en général, ça se prend en charge. Pardon ? Je suis pas sûr de ça. Hein. Oui, non, mais voilà, je pense qu'il est malade quand même. Je pense qu'il est malade. Je l'ai vu dans plein de vidéos, je l'avais suivi Pierre Orca beaucoup. Il a un trouble, il est pas normal. Et lui il pense qu'il est très très intelligent et au-dessus de tout le monde. Moi je pense qu'il a un vrai trouble psy et qu'il s'est jamais fait soigner, c'est surtout ça. Et surtout il a un contexte où tu sais, il vit avec des amis. Il y a des vidéos où on les voit, tu sais, il les maltraite un petit peu, il est très... Enfin il y a vraiment une ambiance particulière. Et il y avait une période où moi je croyais qu'il se droguait en fait. Je pensais qu'il prenait même de la kétamine parce qu'il s'endormait devant sa caméra et tout. Enfin vraiment des vidéos lunaires et tu sens qu'il est dans un équilibre psychologique pas très sain quoi, tu vois. Pour préciser un truc, ça je disais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut savoir que parmi toutes les tout l'éventail des violences que les hommes peuvent commettre, que les individus peuvent commettre, la vision de quoi que ce soit qui touche à la pédopornographie c'est un des rares crimes en fait qui est trigger par des images de pédopornographie, un des rares. On sait par exemple que regarder du porno n'est pas trigger de l'agression des femmes, ça on le sait, mais on sait que voir des images pédopornographiques trigger du coup la pédocriminalité. Donc il faut faire supprimer ces contenus, je suis avec Satoshi là-dessus. Oui, ça, en gros ce que tu veux dire par là, c'est que ça peut donner l'envie d'un passage à l'acte, on en avait clairement. Parlé avec Psychoquack pendant l'affaire, j'ai oublié son nom tellement qu'il m'intéresse pas, tu sais, pour le festival de la bande dessinée. Hein. Ouais. Enfin voilà, pardon, c'était une intervention inutile, mais on avait parlé justement de ce trigger. Oui, Bastien Vives qui avait... Oui, c'est ça, Bastien Vives. Que d'ailleurs, alors moi j'ai du mal avec la défense que certains ont par rapport à Bastien Vives, parce qu'en fait, moi personnellement, je vous dis, oui, non, je comprends ce que tu dis, c'est que quelqu'un qui serait pédophile, effectivement, s'il voit un truc pareil, oui, non, ça va... C'est pas une bonne chose, c'est pas très sain. Toute représentation de la pédopornographie, même représentation dite entre guillemets artistique, est interdite par la loi. C'est comme ça, la loi l'interdit, la loi a été appliquée, voilà. Ok, très bien. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu voulais rajouter sur tout ça justement, Stéphane ? Je te laisse roue libre. J'ai entendu du coup ce que j'étais chez moi juste avant, mais j'imagine que tu l'as déjà dit, c'est que en fait on remplace Théo dans l'exemple de Pierre Orca par Pierre Orca. On comprend en fait la démarche d'aller justement essayer de justifier ses actes. Et de dire en fait c'est pas moi qui suis responsable. Donc quand bien même ce serait pas ça, le message qu'il envoie c'est que le responsable d'un viol c'est pas un homme. Le responsable d'un homme c'est un peu Léa, c'est un peu ses deux copines. Tout ça en fait est assez dangereux. Déjà c'est un message qui est catastrophique à l'encontre des femmes qui subissent des viols en France. Je veux dire, on est à entre 95 000 d'après le ministère de la Justice et 300 000 viols ou agressions sexuelles par an en France d'après certaines associations. C'est un très mauvais message à envoyer. Et surtout en fait Pierre Orca il a un public de jeunes, de très jeunes. Et du coup c'est précisément l'inverse qu'il faut mettre dans leur tête. Je pense que c'est plus problématique que ce qui n'y paraît. Ils vendent quand même des formations 200 balles. Ça fait 3 semaines que c'est en ligne. Il a déjà 32 personnes qui ont acheté ces formations. J'aimerais bien savoir ce qu'il y dit. Donc voilà, c'est dangereux. En fait, les questions de pédocriminalité, de violence comme ça, de viol, de violence conjugale sont des questions sérieuses qui doivent être traitées avec sérieux. Et ce genre de gamin qui raconte n'importe quoi, c'est dangereux. Parce que pour le coup, il y a des ados qui vont entendre ça et qui vont se sentir légitimes en fait. Et qui vont dire, mais après tout, moi je peux pas l'avoir violée, puisque c'est elle qui est venue chez moi. Je peux pas... Ah oui, t'en es peut-être pas à ce passage-là. Je peux pas l'avoir violée, puisque c'est elle qui est venue à la maison, puisque c'est elle qui s'est allongée sur le lit. Donc voilà, il y a un déni en fait. C'est elle qui a proposé, etc. Et puis même si une fille, parce que tout à l'heure les gens demandaient ouais mais si la fille dit oui, continue, etc. Pour les gens c'est forcément du coup un consentement. Alors c'est quoi le consentement, tiens, dans l'idée, pour essayer de mettre un peu de contexte. Qu'est-ce que c'est le consentement réel ? Le consentement dans le rapport sexuel n'est pas suffisant, on parle de consentement et de désir mutuel. Le consentement du coup c'est la personne soit qui a dit oui, soit qui à aucun moment ne manifeste un non.
Mais le non peut être manifesté de façon non verbale, c'est-à-dire que la personne a mal pendant le rapport. Si le mec va plus loin, c'est considéré aux yeux de la loi comme agression sexuelle ou viol, en fonction de la façon dont c'est caractérisé par un juge. Et le désir mutuel, ça veut dire s'assurer effectivement qu'il y a un désir de l'autre côté. S'il n'y a pas de désir mutuel, le consentement n'est pas suffisant. On peut toujours négocier un consentement ou prétendre que la personne était consentante, etc. Le désir mutuel, du coup, l'intérêt de le rappeler dans le viol, c'est que ça tord le cou et qu'il puisse y avoir des consentements tacites. Ça, c'est Stéphane Edouard qui dit ça. Genre, bah oui, mais si t'es avec un mec à 5h du matin dans une boîte, t'as donné un consentement tacite pour un rapport sexuel. Mais pas du tout, en fait. Il faut une manifestation de désir mutuel. Et tout ça est pris en compte par la justice aujourd'hui, parce que la justice comprend bien ces questions-là. Et du coup, voilà ce que c'est le consentement et le désir mutuel. D'accord, très bien. Après, attention, chez les mineurs, je crois que maintenant c'est passé à 15 ans, il me semble, à vérifier, il ne peut pas y avoir de consentement. C'est ce qu'on me rappelle là dans mon chat, il ne peut pas y avoir de consentement avant 15 ans. C'est pas possible, c'est de la pédocriminalité quoi qu'il arrive. Hein. Oui, tant mieux. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit on peut avoir dit 50 fois oui, au moment où on dit non, c'est non. Et puis même des fois, la personne sait pas dire non. Réellement, c'est ce que je disais tout à l'heure comme exemple, quoi. C'est genre, t'as une personne qui sait pas dire non. Aussi, voilà, bon, c'est des fois de notre responsabilité. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que j'aurais tendance à le vivre, quoi. C'est de ta responsabilité aussi de t'en rendre compte, quoi. Tu sais, de dire, peut-être que là, c'est pas ouf, tu vois. Genre, il y a un problème, là. Et bah, tu dis, ok, y a pas de souci. Bon, bah, tant pis, on arrête. Et même si la personne te dit, non, c'est bon, je sais pas quoi, c'est pas grave, non, mais en fait, c'est pas grave, on arrête. C'est pas grave, c'est genre, c'est pas dramatique. Et vous allez très bien vivre après, hein. Satsujin, tu disais, pardon. Je te rends la parole. Non, je parlais aussi de l'emprise, mais c'est pour ça que ça me semble aussi important qu'il y ait de l'éducation faite là-dessus, sur le consentement, sur la sacralité du corps dès le plus jeune âge. Alors j'ai pas suivi de près ce qui s'était passé parce que j'étais pas encore rentré en France et puis comme tu sais j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital. Mais je pense que c'est très important, ça commence à se faire au Japon, je sais que ça se fait un peu en France, d'avoir cette éducation au corps avec des mots adaptés bien sûr, des programmes adaptés, des intervenants adaptés qui savent de quoi ils parlent, et sur justement la sacralité du corps chez un enfant, que ce soit avec des adultes et même des enfants du même âge. Moi, j'ai envie qu'on en parle un peu plus parce que je pense que la prévention fait beaucoup. Alors j'en ai parlé il y a longtemps, mais je vais juste m'en reparler vite fait sans me plaindre, mais j'étais moi-même victime d'un pédocriminel quand j'avais 8-9 ans. Je suis désolé d'entendre ça, vraiment. Oui, bah, qui est pour rien, hein. C'est l'humain, c'est... Pardon. Je rigole en plus, je suis un gros con. Pardon, excusez-moi. Ouais, un peu, ouais. Mais je suis seul, quoi. Mais là, mais parce que tu dis tu es pour rien, moi c'est ça qui me fait rire, c'est pas le... T'es con, toi. Pardon, non, vas-y, je te rends la parole. C'est le réflexe de répondre dans une autre langue, et en français, je sais que ça veut pas dire la même chose, excusez-moi. De toute façon, voilà, ça a été un parcours de vie qui a commencé un peu de façon chaotique. Et puis j'en ai fait une force pendant un moment, et quelques années plus tard ça m'est retombé dessus comme la vérole sur le bac clergé, et ça a été difficile à vivre pendant quelques temps, et j'ai essayé de me lancer justement dans cette espèce de quête de lutte contre la pédocriminalité, les contenus pédopornographiques, assez tôt, ne serait-ce que dans mon activité d'éditeur avant au Japon, où j'ai édité du porno, vous le savez, mais toujours entre adultes consentants, avec des adultes, etc. Et où on avait lancé justement cette demande auprès du Parlement, de la haute chambre et de la basse chambre au Japon, avec d'autres éditeurs, de faire interdire systématiquement tout contenu pédopornographique qui devait être relié à du contenu pédocriminel, donc criminaliser le contenu pédopornographique. Mais ça a commencé comme ça, voilà, c'est malheureux. Alors, tiens, j'ai une question justement par rapport à ça. J'ai une question pour l'intervenant, sans sous-entendu et sans a priori. Quelle est la limite entre la culture japonaise qui aime les lolis et la vision qu'on en a? Est-ce que le loli, du coup, c'est pédo? Voilà, en même temps. Ce qu'on appelle le lolican, lolican, c'est totalement, ça a une imagerie, une iconographie totalement pédopornographique, oui, donc je vois aucune excuse, aucun prétexte qui ferait qu'on pourrait aimer ce genre de contenu. C'est tout simplement des mangas ou des animés où on voit de très jeunes filles sans forme pratiquer des choses interdites avec des hommes adultes en général, ventripotents. Donc oui, c'est de la pédocriminalité. Je rigole, c'est nerveux, parce que non, il n'y a aucune limite. La culture loli telle qu'on la conçoit, c'est il y a une culture un peu plus mignonne avec effectivement, là on en est loin, mais là quand on tombe dans ce qu'on appelle l'olican, c'est ouvertement de la pédopornographie, et c'est heureusement aujourd'hui interdit chez les éditeurs de mangas, de vidéos, de jeux vidéo, etc. Alors que ça a été très très longtemps toléré, et on en trouvait partout dans tous les magasins.
Dans beaucoup de mangas. Et on sait, comme le disait Stéphane tout à l'heure, que dans la majorité des affaires de tueurs en série pédocriminels dont je traite sur ma chaîne, la totalité était consommateur de contenu pédopornographique, manga ou animé. Voilà. C'est pour ça que aussi. Alors tiens, on va parler vite fait 2 secondes de tout ce qui est chasseur pédo et tout. Alors est-ce que c'est sérieux ça, du coup, cette souligne? Parce que toi tu connais un petit peu tout ça. Qu'est-ce que t'en penses toi de... Parce que souvent pareil, ça chasse beaucoup de contenu, machin et tout. On se retrouve souvent avec des mecs qui ont des disques durs remplis, qui se cassent à l'étranger. Enfin c'est assez chelou des fois. Donc, j'ai un sentiment très très mitigé par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'idéologie souvent derrière et que ça sert pas forcément la cause entre guillemets. Sur certaines choses, je pense que ça peut être positif effectivement quand c'est encadré légalement. Je sais que dans certains pays, aux États-Unis notamment, ils travaillent avec la police, ce qui n'est pas le cas en France ni en Grande-Bretagne. Ça peut aussi faire fuir des gens qui auraient peut-être été pris dans les mailles du filet de la justice. Les méthodes sont pas toujours... Moi j'ai vu des vidéos que je regrette d'avoir vues de mecs qui se faisaient tabasser presque à mort par des chasseurs de pédos quand ils se rendaient au rendez-vous. Tu sais, c'est un peu comme le travail que fait Karl Zero, Innocence en danger sur certains points. Il a pu être nécessaire, il a pu éveiller des gens à cette problématique. Moi, je m'en suis détaché aujourd'hui après ces prises de position complotistes sur le vaccin et tous ces trucs qui m'ont valu d'ailleurs des désabonnements en masse, bande d'affreux. Oui, j'ai fait un vlog il y a quelques jours sur... Voilà, parce que j'ai reçu beaucoup d'insultes en me disant tiens, ta maladie c'est à cause du vaccin, ça t'apprendra, karma, etc. Enfin tout ça quoi. Avec des argumentations toujours très 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 documentées comme d'habitude. Hein. J'en ai reçu d'autres d'ailleurs. Enfin bon, peu importe. Et donc voilà, je me suis un peu détaché, on va dire, de Karl Zero et de son entourage parce que j'ai vu que ces derniers temps il y avait quand même des dérives qui ne me plaisent pas du tout, des discours qui ne me plaisent pas du tout, et puis il y a peut-être une contre-productivité dans le fait de voir des réseaux partout. Ouais. Alors j'ai pas encore regardé son truc là sur le Maroc, mais à force de crier au loup, hein, vous connaissez la chanson, quoi. Donc Stéphane, tiens, un avis sur... en fait, tu parles des chasseurs de pédocriminels. Bon. Ouais. C'est souvent nécessaire. Le problème c'est pas qu'ils disent, le problème c'est que la justice en France elle n'est pas dotée d'assez de moyens pour lutter contre ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Les juges des affaires familiaux ils ont énormément de choses à gérer. Du coup il y a un organisme qui s'appelle CNEP, c'est le centre d'analyse des images pédopornographiques je crois. Pour mettre ça en valeur, la dernière fois que j'ai vérifié leur site, ils expliquaient qu'ils travaillaient sur une centaine de dossiers annuels. La France est le 4e plus gros hébergeur du monde d'images pédocriminelles. Donc comment c'est possible en fait qu'avec des effectifs aussi réduits, personnes qui peuvent travailler sur 100 dossiers par an puissent lutter efficacement contre. S'il y a un truc à aller chercher, en fait, un reproche à faire, c'est pas sur la méthode des chasseurs de pédocriminels, même si je rejoins vachement Satoujine là-dessus, c'est des avis mitigés qu'on est là-dessus. En fait, c'est renforcer la politique judiciaire et donner des moyens à la police, à la gendarmerie, de les traquer, quoi, et d'augmenter les effectifs. Parce que c'est pas possible, on va pas travailler sur 100 dossiers annuels quand on est le 4e plus gros hébergeur. Qui est assez ouf quand même, 4e plus gros hébergeur au monde, c'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant effectivement. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Il y a une question. Ah oui, on me demande pour les doujins aussi. Je sais pas ce que c'est les doujins au Japon. Ah, les doujinshi. Les doujinshi, ce sont des publications amateurs, c'est ce qu'on appelle un fanzine en Europe. Donc là, ils échappent à tout contrôle de la censure officielle et effectivement, l'effort est mis sur les marchés parallèles parce que les mecs peuvent publier à peu près tout ce qu'ils veulent. Voilà, mais c'est un milieu très très crapoteux que je connais un peu parce que j'allais y recruter moi des jeunes auteurs pour ma maison d'édition et c'est effectivement un marché très problématique, mais qui échappe une fois de plus. Il y a aucun contrôle possible de la part des autorités. Voilà, c'est malheureusement. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'exportent vers la France. Ouais. C'est censé être considéré comme du matériel pédopornographique, donc interdit. Donc, je conseillerais à tous ceux qui seraient tentés par l'expérience de faire attention, parce que les douaniers sont assez impitoyables avec ça, et tant mieux.
Très bien. Et pareil, j'avais entendu à l'époque quand il y a eu le drama avec Moufette et tout et Psycho, Moufette avait parlé d'un manga. Moi aussi, hein. Alors, il y a eu tout un débat là-dessus avec Bastien Vives aussi, l'affaire Bastien Vives. Alors je vais pas citer le manga, je veux pas, et ne le citez pas dans le chat s'il vous plaît, merci. Mais par contre, moi je m'étais renseigné du coup, tu sais, pour savoir c'était quoi ce truc. On m'a dit non mais c'est clairement pédo, il y a même pas de question, tu vois. J'étais là, oula. Et en fait, moi j'avais regardé vite fait à la base, sans savoir quand j'ai demandé après au modérateur, mais j'ai pas cherché plus longtemps, mais j'ai regardé quand même sur Google et c'est référencé le truc, tu vois. Et tu te dis, il y a quand même un problème en fait, c'est-à-dire que un manga qui est reconnu comme un truc clairement bizarre est facilement référencé, et quand tu demandes aux gens si vous connaissez, la majorité des gens connaissent en fait, donc tu dis il y a quand même une circulation assez massive de ce genre de contenu, quoi. Donc c'est assez flippant. C'est publié en France je sais pas. Je crois pas. Je sais plus. Je te dirais. Normalement. En gros, je te dis juste la fin, c'est genre Pico. Voilà. Je sais pas si tu connais. Ah, d'accord. Voilà, bref, c'est ce truc-là. Et je sais pas si c'est édité en France. J'ai pas cherché plus. Honnêtement, j'ai pas cherché. Plus. Peut-être pas, non, parce que on est quand même assez sévère avec ça en France. Hein. C'est pour ça, donc voilà. Mais c'est assez particulier, quoi. Non, n'allez pas regarder ça. Hein, c'est dégueulasse, quoi. Donc voilà. Bref. Et du coup, Pierre Orca, du coup, alors, qu'est-ce que vous voudriez rajouter sur le cas Pierre Orca? Peut-être on va éviter de remettre la vidéo pour l'instant. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez appuyer un peu plus dans le sujet? Que ce soit Stéphane ou Satsu. Stéphane? Oui, bah déjà, considérer avec beaucoup d'égard les témoignages de ces victimes présumées. L'idée n'est pas de prendre parti, l'idée n'est pas de dire que tous les témoignages sont vrais, l'idée est de les accueillir avec neutralité et bienveillance. Donc si jamais ils ont besoin de te contacter toi, Zioclo ou qui que ce soit, c'est de faire preuve d'une grande bienveillance et d'une grande précaution réception de ces témoignages. Rappeler que Pierre Orca, il est quand même sous le coup d'une enquête actuellement judiciaire. Et donc, voilà, il est tout à fait possible en fait que ça se décante assez rapidement prochainement. Et puis moi, je suis de l'avis de Sadju dans le fait que voilà, si Pharos s'y mêle et que sa chaîne est fermée, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Ces contenus-là ne devraient pas pouvoir exister. Très bien. Alors une question qu'on pose, c'est comment peut-on faire, notre police, quand ils arrivent à retrouver certains criminels dont le crime n'est pas inscrit dans la loi du pays qui les héberge? Bonne question. Ouais. One more time. C'est-à-dire vas-y, répète-moi la question. Comment on fait pour intervenir? Alors comment on fait si le crime n'est pas inscrit dans la loi du pays qui les héberge, du coup? Si c'est pas considéré comme du contenu pédopornographique ou voilà. Mais il faudrait tout simplement, mais ça fait des décennies que les gens qui s'intéressent à la question le demandent au niveau international, il faut que les lois s'alignent pour ce qui est de la traque des pédocriminels. Hein. On a réussi à faire ça pour le terrorisme avec des Europol, Interpol, etc. On arrive à retrouver des gens, à les extrader. Je pense que pour la pédocriminalité, c'est la même chose. Quelqu'un qui commet un crime dans un pays avec des lois qui changent, qui diffèrent, qui édite du contenu, qui en vend, qui en télécharge, etc. Je pense qu'il faut, pour l'instant, effectivement, il y a qu'à Faucon, c'est très facile, mais c'est un vœu pieux que les lois s'uniformisent dans la majorité des pays pour qu'on puisse lutter efficacement contre ça, parce que j'ai parlé tout à l'heure de prévention, ça me semble être un axe nécessaire pour faire baisser ce type de contenu et d'agression et surtout de dérive, enfin, mais en tout cas au-delà de la prévention, il y a aussi la lutte contre ceux qui ont déjà franchi la barrière, et là je pense qu'il faut impérativement qu'on arrive à se mettre d'accord, à signer des traités entre les pays, à aussi faire prendre conscience à certains pays qui les tolèrent encore, et il y en a malheureusement beaucoup, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. Malheureusement, voilà, pour l'instant on ne peut pas, je pense qu'au niveau de la loi on peut juste bloquer un contenu dans un pays donné, mais on ne peut pas intervenir dans le pays en question. La Commission européenne, depuis 2022, je crois, a proposé justement un projet de loi qui serait, s'il est ratifié par tous les pays de l'UE, justement pour lutter contre la pédocriminalité en ligne. Et le truc doit être étudié, je crois, dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc ça pourrait se décanter au moins à l'échelle de l'Union européenne. Après, comme tu dis, il y a un truc qui se passe en Asie. Les juridictions, elles sont cloisonnées par pays, bien sûr. Donc, on ne pourra pas faire grand-chose, quoi. Très bien. Et c'est là que justement, toi, Dioclo, tu demandais tout à l'heure mon opinion sur sur les chasseurs de pédos. Je pense que sans aller jusque dans la dérive, enfin dans l'excès chasseurs de pédos,
c'est aussi peut-être le rôle de tout un chacun d'essayer de monter justement cette espèce de petit maillage au niveau international, notamment pour les expatriés, notamment pour les gens qui ont l'occasion d'avoir des contacts à l'étranger, etc. En attendant que les lois s'uniformisent, alors si ça peut se faire au niveau européen, ce sera une avancée vraiment géniale, mais en attendant que ça se fasse au niveau mondial, je pense qu'à titre individuel, on peut s'investir, ça coûte pas grand-chose d'être vigilant, d'aller regarder. Je veux dire, les gens sont suffisamment, allez, on va être poli, chafouins sur les réseaux sociaux avec la moindre petite virgule mal placée. Je pense que le temps perdu à essayer de chercher l'aiguille dans la botte de foin ou l'œil ou la paille dans l'œil du voisin, je vais y arriver, on pourrait le passer peut-être à regarder ce qui va pas dans certains contenus et essayer ce que fait Stéphane sur ses vidéos à propos du sexisme, etc. Je trouve que c'est un travail admirable que je découvre, hein, parce que le vieux dinosaure que je suis, marié depuis des centenaires, était bien loin de toutes ces considérations qu'il découvre pour la plupart, mais je pense que chacun pourrait faire un travail de réflexion par rapport à son positionnement sur les contenus, sur ce qui est proposé, sur le thème de la pédocriminalité qui peut s'insinuer dans des endroits où on l'attend pas forcément, et je pense que c'est aussi un peu le travail de chacun. Une des recommandations de la Civis d'ailleurs, ça joue effectivement de former tous les professionnels qui travaillent avec un public, mineurs en particulier, à être formés justement à la détection de ces types de violences. Donc ça fait partie des recommandations de la Civis, que tous les professionnels soient formés. Exactement. Pour faire des signalements, etc. Professionnels ou même streamers, tu peux Yoclo sur le site de la Civis, on peut recevoir justement un document qui permet de se former là-dessus gratuitement. Puis j'ai déjà été formé, en fait j'ai travaillé avec les enfants déjà à l'époque, j'ai le BAFA, puis après j'ai fait le concours moniteur éducateur, mais j'ai pas eu le truc parce que l'école, il y avait pas beaucoup de place, pardon, et il y avait beaucoup de candidats. C'était compliqué, mais j'ai une très bonne note, mais c'est pas grave. Après, j'ai travaillé à l'hôpital, mais j'ai déjà des petites bases de tout ça. Et c'est un sujet qui m'intéresse malheureusement. Dysgénisme et eugénisme qui me dit: salutations distinguées, Las Claudie. J'ai visionné la vidéo de Pirorca et désolé, mais son raisonnement se tient. Remplace drogue par sexe. Et oui, il est désarmé face au danger. Alors, déjà. Si tu veux, mais non, déjà, pas très logique, parce que si on remplace drogue par sexe, c'est plus le même discours. Et quand bien même, tu remplacerais drogue par sexe, ça ne suffirait pas à expliquer la situation. C'est pas les copines qui font que tu te drogues. Non, souvent tu te drogues parce que t'as des traumas, parce que t'as un vécu spécifique ou une psychologie qui va faire que t'es plus tenté de... Voilà, t'es peut-être satisfait par l'usage de la drogue, etc. Donc, non, en fait, ça tient pas debout même avec la drogue. Désolé, eugénisme, mais non, je suis pas d'accord. Stéphane, penses-tu que ça tienne avec drogue? Est-ce qu'on peut défendre le discours de Pirorca finalement? Parce que voilà, on attaque, mais certains se disent peut-être que bah non, c'est pas si grave et tout. Est-ce que c'est défendable finalement? Pas dans le fond du discours de Pirorca, dans lequel il va pas du tout, qu'on pourrait retirer. Il y a l'idée qu'il puisse exister une pression sociale très forte sur les garçons et sur les filles au collège, à connaître son expérience sexuelle rapidement, parce que c'est ça qui fait des hommes et des femmes. Là-dessus, on peut critiquer ça, on peut réfléchir effectivement sur le fait que dans le langage populaire, on dit que c'est par le sexe qu'on devient un homme ou une femme, tout ça c'est des bêtises, bien sûr. Donc ça, effectivement, on pourrait éventuellement le discuter. Ça, c'est pas vraiment ce dont il parle. Pour le reste, non. Bon, en fait, quand il dit... Déjà, à un moment donné, il parle de viol mental. Je veux dire, comparer une pression sociale au sexe à un viol, c'est scandaleux. Puis surtout, le responsable du viol, c'est le violeur. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Le responsable du cambriolage, c'est le cambrioleur, même si t'avais laissé ta porte ouverte en partant. C'est ça. Enfin, le responsable du mec qui te rentre dedans en voiture, c'est le conducteur, même si t'as pas traversé au bon moment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est indéfendable. Il n'y a rien à tirer de son propos par rapport à ça. Maintenant, on peut toujours discuter effectivement un jour de la pression sociale à la sexualité, pourquoi pas? Mais par contre, ça rend ni Léa ni ses copines responsables de quoi que ce soit. C'est ça. Comme TikTok ne rend pas responsable d'un viol, mais par contre, ça peut expliquer des comportements. Mais expliquer un comportement, c'est pas... Faut pas pousser, quoi. Et c'est facile pour Pirorca de subjectiviser justement le sujet pour qu'il soit totalement hors sol, parce qu'en fait là le but c'est quand même que tu te sentes finalement violé, qu'importe ta première situation, parce que de toute façon toutes les situations sont finalement à amener au viol. Par contre le viol c'est pas le gentil garçon qui s'est occupé de toi, c'est tout le reste en fait, mais on sait pas, c'est l'école, c'est la société, c'est les copines, enfin tellement vague que bon effectivement on peut s'égarer quoi. Ça on peut discuter aussi, on va le faire ce soir, mais... Pardon, vas-y Sadjo, je t'en prie. Non, je t'en prie, vas-y, finis. Vas-y, Stéphane. On peut tout à fait discuter de la culture du viol aussi, et effectivement de la façon dont on considère le viol collectivement, et des efforts qu'on a à faire là-dessus. Du coup, la culture du viol, en quelques mots, parce que souvent ça fait bondir les gens, c'est la vision qu'on a
ce que c'est qu'un viol, ou on imagine que c'est un truc violent fait par un étranger dans la rue, on va culpabiliser la victime, on va chercher des prétextes pour essayer de justifier le violeur, on va plutôt avoir tendance à défendre un agresseur sexuel avant de soutenir la victime, voilà. Un petit peu tout ça qu'on entend que le viol. Donc ça se discute. Parce que c'est toujours intéressant, parce que c'est ça dont on parle comme étant un contexte. Mais ce contexte-là ne justifie pas l'agression d'un homme. Ce contexte-là ne justifie pas qu'un mec viole. Ça permet de comprendre, et c'est important, tu vois, il y a des travaux de sociologues, d'ethnologues, d'anthropologues qui travaillent sur ces questions-là. Et c'est pour comprendre les contextes dans lesquels on vit, c'est pas du tout pour excuser qui que ce soit. Et tu vois, ça rappelle un petit peu les discours de Manuel Valls après les attentats à Charlie Hebdo, qui disait, moi je veux pas que les sociologues parlent parce que les sociologues cherchent des excuses. Pas du tout, enfin je veux dire, on essaie de comprendre les influences qu'on a, on essaie de comprendre pourquoi on pense de certaines façons. Donc quel que soit tu vois, si on veut réfléchir au contexte, de toute façon, réfléchir au contexte ne veut pas dire pardonner à un agresseur ou lui trouver des excuses. C'est ça, et expliquer quelque chose, expliquer, moi je passe mon temps à le faire, hein, dans le cadre de mon travail et de mes recherches, expliquer les choses, ça n'est absolument pas en aucun cas les excuser, mais juste les comprendre. Et justement, je vais revenir tout à l'heure sur ta question à propos de Pierre Orcaz, ces espèces d'explications bancales sur ce quatuor de jeunes gens. Je pense que c'est une situation totalement anormale, et s'il se réfère à une situation pareille, j'ai peur qu'il ait lui-même été confronté à ce genre de violence quand il avait cet âge-là, parce que on sait que les bourreaux sont souvent d'anciennes victimes. C'est quelque chose d'assez récurrent en criminalité. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes proportions dans ce qui est des abus sur enfants. Oui, j'utilise les anciens termes, excusez-moi si je suis pas à jour, mais reprenez-moi si je n'utilise pas les termes actuels. Mais en tout cas, dans tout ce qui est violence sur enfants, agression sur enfants, on retrouve souvent ce schéma d'agresser, et dans la façon, dans tout ce que dit, dans les choses dont parle Pierre Orcaz, j'ai parfois l'impression de sentir une espèce de douleur ressentie, assimilée et resuintée par le biais d'une espèce de monde imaginaire dans lequel il serait une éternelle victime malgré ses propos de bourreau, si tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça assez... Voilà, et je pense qu'il serait peut-être bon pour lui, je sais qu'il ne m'écoutera jamais, mais si tel est le cas, il y a moyen. Commencer à se poser des questions et peut-être d'aller consulter. Je suis sûr qu'il pourrait découvrir des choses sur lui, parce que il y a toujours cette... Alors, je sais plus comment ça s'appelle en français, c'est ce sentiment de fermer son esprit après une agression et de le rouvrir des années plus tard. Ouais, une forme de sidération. Oui, c'est ça, voilà. Et voilà, moi, c'est des questions que je me pose quand je regarde son contenu, son dernier contenu en date. Je me suis repenché un peu sur ce qui avait été montré par Maxella et Psycho à l'époque aussi, un peu, pour voir, c'était quand même très très similaire. Une autre chose que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'est pas conscient, c'est pour ça que je pense qu'il vit aussi dans un monde un peu fantasmé et dangereux, qui n'est pas conscient de la récidive que constitue cette vidéo, puisqu'il est mis en examen pour des faits similaires. Une mise en examen normalement te laisse du temps pour réfléchir et te dire qu'il vaudrait mieux te tenir à carreau en attendant de passer devant un juge. Est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce qu'il est aux abois? Il a tellement besoin d'argent qu'il soit obligé... Je veux dire, il y a toujours d'autres moyens. Il n'est pas obligé de faire de l'apologie. Voilà, il pourrait faire d'autres choses. Hein. Il a fait d'autres choses. Je veux dire, il serait capable de faire d'autres choses. Il s'est provoqué, il a toujours eu son ton. Avant, il était chez Zerator. Après, il a fait d'autres buzz. Il a été approché par Papacito à l'époque. Après, quand il y a eu tout ça, plus personne s'est intéressé à lui. Là, par contre, il se prend un gros shitstorm. Tu vois, il y a 214 likes. C'est pas énorme. Je sais pas combien il y a de dislikes parce que j'ai pas la donne. Mais je pense que ça doit pas être foufou. Je pense que là, il est grillé maintenant. C'est le problème. Par contre, il doit être aux abois. Mais en même temps, je pense qu'il est inconscient, parce qu'il a toujours eu ce côté un peu en mode mais non, j'ai jamais dit ça moi, parce que en gros le viol chez moi ça veut pas dire viol, ça veut juste dire se faire baiser brutalement, tu vois. Et à partir de là, bon, le mec aime bien, enfin comment dire, le truc c'est qu'il essaye toujours de désobjectiver la réalité, en fait, tout simplement, parce que si on l'objectivise, il est sûrement soit prédateur, soit peut-être présumé coupable sur des affaires un peu douteuses, quoi. Donc c'est bien le problème, en fait, c'est bien le problème. Donc voilà. S'il y a des gens qui veulent défendre Pierre Orcaz, vous avez le droit de venir, au cas où je vous le dis, hein, vous ne serez pas mangé, on va pas vous dévorer, on va pas confondre non plus les choses, etc. Mais voilà, si ça vous intéresse de venir discuter avec nous, vous pouvez. Et alors, il y a Eugénie qui me répond et qui me dit: je parle de l'inexpérience de Léa dans la vie, yeux clos, et non de la forme, l'école. Mais elle n'existe pas, Léa, putain, mais arrêtez vos conneries, vous êtes débiles, vous aussi, c'est quoi ce chat? Mais les gens, elle n'existe pas, Léa, ça vient de sa tête malade. Ouais, j'espère. Arrêtez de...
voilà, bah oui, non mais enfin en tous les cas là, les petits dessins ils n'existent pas, tu vois. Pour moi là, on va dire c'est une situation qui vient de sa tête, même si peut-être il l'a vécu, qu'importe quoi, tu vois. Je veux dire, je sais pas, tu vois, ça peut être plein de choses de sa vie ou pas, qu'importe. Je veux pas faire de psychologie, mais en gros elle n'existe pas, Léa. Arrêtez de dire ah mais Léa en fait, si jamais il y avait ça, enfin Osef les gars, arrêtez, vous êtes délirants. Ah, il a bien appelé sa fille Bloody Angel, le mec, Bloody. Ouais. Et en gros, c'est un personnage de son jeu, Zyorka, une fille qui s'est fait violer dans le jeu, hein, c'est une fille qui s'est fait violer, etc. Machin, et qui du coup tue ses amants en les violant, je sais pas quoi, et puis voilà. Ce qui est très. Ouais, voilà. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a du travail à faire quand même. Hein. Il y a du taf, ouais, effectivement, il y a beaucoup de travail. Et malheureusement, je pense qu'il n'est pas prêt encore de passer à l'étape du soin en fait. Donc c'est comme ça. Il a 2 gosses, je crois. Donc voilà. Donc oui, c'est ce que j'ai appris. C'est navrant. Enfin bon. Bah après. Malheureusement, mais il faut que ce soit la mère qui les ait et puis que lui soit un peu éloigné peut-être, je sais pas, on verra, c'est la justice qui décidera. J'espère pour question technique totalement, il vit avec ses enfants ou à l'époque il vit avec ses enfants. Ouais, plus maintenant, mais à l'époque à l'époque mais plus maintenant. Peut-être à cause de l'affaire du coup, je sais pas comment ça s'est goupillé. Ah tiens, toi qui es au courant un peu, alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu le déroulé de Pierre Orca du coup, Stéphane, parce que tu as l'air assez calé quand même. Non. Alors, je débarque un petit peu là-dessus. Est-ce que tu as le déroulé de comment il a fait pour tomber là-dedans? Bah non, pas forcément, mais genre parce que tu as l'air de savoir pour les enfants et tout, si tu savais un peu le parcours qu'il y a eu ces derniers temps par rapport à ça. Je sais juste effectivement que les enfants sont chez sa mère, c'est tout ce que je sais. D'accord, ok. Voilà. Pour le reste, non, là-dessus, sur sa vie personnelle, sa vie privée, je connais pas grand-chose. Hein. D'accord. Sa femme l'empêche de voir ses gosses. Bon bah voilà. Il me semble que les gamins sont chez la mère et ils sont séparés. Ouais, à l'époque, il y avait déjà eu des crises, semblerait-il, et puis bon, bah c'est tant mieux. Voilà. Le pirate n'a pas les haineux. C'est con. J'imagine même pas la maman. Mais la maman, je pense qu'elle a rien à voir, hein, ça se trouve. Elle, bon, après, ça se trouve, elle a un vécu par contre qui est peut-être. Elle pourrait peut-être plus témoigner que d'autres, je ne sais pas. C'est compliqué, je sais pas, ouais, après on va se regarder la fin de la vidéo ensuite. Est-ce que vous voulez rajouter des choses les gars, parce que... Moi, il y a une petite chose, après je vais te laisser conclure parce qu'il va falloir que j'y aille. Il y a une chose par contre que je ne comprends pas, j'en parle un peu là sur la vidéo que je viens de sortir sur l'affaire là. C'est comment cette vidéo a pu être validée par YouTube. Ça c'est une chose au niveau de la modération que j'ai du mal à comprendre, connaissant le côté un petit peu joueur de la modération de YouTube, hein. Je n'ai pas compris à quel niveau se situait la modération quant au contenu pédocriminel, parce que là le mot n'est pas, voilà, je pense que le mot est adéquat, et ça c'est une chose qui m'a vraiment surprise quand j'ai vu arriver la vidéo de Psycho et celle de Stéphane. Je me suis dit, je pense que la vidéo va pas passer la soirée, a priori, puisque tout le monde en parlait, donc il y a dû y avoir déjà du signalement. En plus, je sais que tu l'as signalé, Pharos et tout. Et non, elle est toujours là, elle fait son petit bonhomme de chemin. Donc ça, c'est une chose, mais déjà, comment elle a pu arriver à être diffusée il y avait de la pub dessus, je ne sais plus, en tout cas, ça fait partie de mes interrogations. J'aimerais bien pouvoir un jour, si tu as l'occasion de pouvoir les inviter, Dioclo, discuter. Alors j'ai pu discuter avec certains de chez YouTube pendant le festival Flames à Avignon l'année dernière, mais j'ai pas pu avoir de réponse parce qu'ils sont vraiment champions. Je pense que c'est pas assez explicite à mon avis pour les modérateurs. C'est-à-dire qu'un mec qui écoute ça comme ça se trouve... Ouais, mais tu sais, genre, il n'y a pas d'appel, tu vois, il reste dans le vague malgré... Enfin, je sais pas, faut être alerté sur les sujets, je pense que c'est pas des... Je sais pas, les modérateurs, ils voient tellement de contenu, j'imagine... Pour y voir de l'appel au viol, hein. Ah mais je suis d'accord, mais j'imagine que quand t'es modérateur sur YouTube, tu dois avoir tellement de contenu bizarre que peut-être que ça peut passer. Je sais pas, j'imagine, j'essaie d'imaginer. C'est de me mettre à la place d'un modérateur. Avec l'énorme bras que tu as, si tu arrives à mettre la main sur un ou deux modérateurs et les inviter un soir... les modos YouTube, contactez-moi s'il vous plaît. Et me bannissez plus de la plateforme s'il vous plaît, arrêtez. J'ai rien fait, putain, j'en ai marre. Non mais la pub, j'y crois pas. Bah si, je pense qu'au début il y aura de la pub, peut-être plus maintenant, faudrait voir. Mais après la pub, ça veut pas dire qu'il est monétisé, c'est juste qu'ils mettent de la pub dessus. Il faut mettre de l'argent dessus. Oui, enfin voilà, mettre de la pub, peu importe, on va pas rentrer là-dedans maintenant. Exactement. Alors, il y a Grégoire Pantora qui me dit, avocat du diable, il veut prouver qu'on peut avoir des relations avec des personnes sexuellement majeures sans que... Alors déjà, il dit pas majeur, puisqu'il dit collège ou lycée, donc déjà c'est assez vague. On va commencer par là. Majeur, c'est fac, pour moi, c'est pas... Voilà, collège, mais bon, lui, collège, lycée, c'est pas... Voilà, donc c'est très vague. Des personnes sexuellement majeures, sans que cela soit toujours mal,
Je sais pas ce que ça veut dire du coup. Et pour preuve, il nous donne cet exemple. Oui, mais c'est pas, enfin, ça n'a pas de sens. Déjà, c'est pas un vrai exemple. De deux, je vois pas en quoi ça expliquerait que ce soit pas toujours mal. Et alors du coup, j'imagine que tu veux dire que le viol, enfin que la relation n'est pas toujours mal, mais que ce serait compris comme un viol. Mais du coup, si c'est consentant, c'est pas un viol. Si c'est pas consentant, c'est un viol du coup. Enfin, je vois pas trop la défense. Est-ce que quelqu'un a compris la défense? Il veut prouver qu'on peut avoir des relations avec des personnes sexuellement majeures sans que cela soit toujours mal. Et pour preuve, il nous donne cet exemple. Voilà. Je sais pas si... Non, c'est pas clair. Bah, si deux mineurs décident de coucher ensemble et qu'ils sont consentants dans des circonstances qui font qu'il n'y a aucune ambiguïté, rien ne l'empêche. C'est la même chose que pour les majeurs. Ce qui pose problème, c'est mineur versus majeur, comme on dit. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est ce qu'il voulait demander, mais... Oui, c'est une non-réponse à une non-question, mais suivante. Merci à Pharos, c'est courageux, effectivement. Pharos, il doit avoir des trucs de psychopathe. Alors, je pense, je sais pas si on a fait le tour de la question avec vous deux, messieurs. Je pense qu'on va reprendre la vidéo et la terminer tous ensemble. Et je vais peut-être vous libérer. Hein. Eh bien, ça a été un vrai plaisir de pouvoir discuter avec une aussi belle compagnie. Stéphane, merci à toi et bravo pour ton boulot. On se recontacte à l'occasion pour peut-être de nouveaux échanges. Et puis Zio, bonne soirée, bonsoir à toute la Zioclodie et puis à très bientôt. Je m'en vais me coucher, je suis fatigué. Et je te laisse saluer aussi Stéphane. Vas-y Stéphane. Bah ouais, pareil, salut Satchou. Merci Zio d'avoir accepté de me laisser amener un petit peu de sérieux et de gravité du coup sur la question. Avec grand plaisir. Tu sais très bien qu'on est en désaccord sur beaucoup de points, beaucoup de façons de faire, mais bon là-dessus à chaque fois que j'ai besoin, tu me laisses la parole, donc je te remercie sincèrement pour ça. C'est des vrais sujets, donc après les trucs pour moi ça me paraît beaucoup plus léger, quoi. Je veux dire, les dramas, on va dire, c'est souvent plus léger, donc pour moi ça a moins de gravité, mais là on n'est pas sur le même degré d'intérêt, on va dire. Ouais, n'empêche, tu vois, c'est agréable de se dire que si un jour, tu vois, c'est moi qui ai besoin de parler d'un sujet un peu grave, que je sais que je trouverai un petit peu d'écho. Bien sûr, mais ce sera avec grand plaisir. Et puis n'hésite pas, si tu vois des trucs bizarres et tout comme ça, des fois, voilà, moi c'est des sujets que j'ose traiter, parce que je me dis, bon, pas grand monde en parle, donc autant le faire, quoi. Ouais. Voilà. Donc en tous les cas, merci Stéphane. Puis bonne soirée. Pas de soucis, salut à ton public, salut à toi, et puis courage pour la fin de la vidéo parce qu'elle est compliquée. Et allez découvrir le Fou Allié aussi, Satsujin et le Fou Allié en description, comme ça vous pourrez découvrir leurs chaînes respectives. Vous appuyez cliquez sur le tag et c'est bon. Allez, on écoute la fin de cette vidéo ensemble. Je vais un peu moins parler, ensuite on découvrira Tatiana Ventos qui va claquer tous ses contradicteurs. Alors, je coupe la capsule, hein, comme ça ce sera pour la redire.